à tous et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Alors j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui 4 personnes qui ont fondé et décoré des maisons ou des appartements, des résidences hôtelières, des locations hôtelières qui sont aujourd'hui un phénomène qui prend de l'ampleur. Alors à côté de moi, j'ai Robin Michel, le fondateur d'Iconic House, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui a monté cette structure avec son frère, Thibaut Hézières, et qui est une collection de maisons à louer avec une décoration et des services dignes d'un hôtel et d'un hôtel 5 étoiles. À côté, j'ai Soisic Fougeron, qui a créé le studio Claves avec Laure Gravier, vous êtes toutes les deux architectes d'intérieur. Vous êtes connus, je crois, chez Pierre Jovanovic. Et vous avez fait la décoration des 2 derniers projets d'Iconic House, c'est-à-dire la Villa Junot et le chalet Sarto à Megève. Ensuite, nous avons Michael Dayan avec Martin Arbalestrier, qui est designer. Michael est le fondateur avec son frère de Aïsté. Ce sont des appartements avec service hôtelier dans Paris essentiellement. Vous avez aussi 2 maisons à Ibiza et à Saint-Tropez. Et Martin Arbalestrier, qui est architecte d'intérieur et designer et qui travaille en interne pour Aïsté. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il y a effectivement un vrai engouement depuis le Covid pour ces appartements ou ces maisons avec du service. Ça va beaucoup plus loin que le ménage, puisqu'il y a possibilité d'avoir des chefs à domicile, d'avoir des expériences, le petit déjeuner servi, les transferts. Enfin, on est chez soi avec sa tribu, sa famille, ses amis. Et on peut, à la différence de l'hôtel, on peut recevoir. Je crois que ça, on a envie d'intimité, mais on a aussi envie de pouvoir accueillir des copains autour ou d'inviter pour un événement particulier. Alors Robin, j'aimerais bien que vous nous présentiez votre concept Iconic House que vous avez fondé en 2022, c'est ça? Vous avez aujourd'hui 7 maisons dans des régions top. Et donc vous allez nous dire où et quel est le concept un peu? Déjà, bonjour à tous, merci de l'accueil. On a fondé Iconic House il y a bientôt 5 ans avec l'idée de créer une nouvelle catégorie d'hospitalité qui correspondait à un besoin, c'est-à-dire le besoin de se retrouver. Enfin, aujourd'hui, pour partir en vacances, on part soit dans des maisons, soit à l'hôtel, et on a décidé de professionnaliser ce qui n'était pas encore professionnalisé, c'est-à-dire la maison. Et pour ça, on a repris les codes de l'hôtel et on les a intégrés dans la maison. Donc aujourd'hui, Iconic House, c'est une collection de 7 maisons. Vous pouvez nous dire où servicées et situées dans des lieux de vacances. Donc les 2 premières maisons, on a des maisons dans le sud de la France, au Beau-de-Provence et à Gordes. Ensuite, on a 2 maisons sur la côte ouest, au Cap Ferré et à Hossegor. Et ensuite, plutôt dans les Alpes, on voit passer les images du chalet à Megève et un chalet à Courchevel 1550. Et l'idée, c'est de continuer cette collection. On a ouvert une dernière maison à Paris, aussi récemment, qui s'appelle la Villa Junot. C'est tout nouveau, exactement, la Villa Junot. Et l'idée, c'est d'avoir 25 maisons avec toujours ce fil directeur autour de l'architecture, du design et de l'expérience. Alors, l'architecture, le design. Alors déjà, vous allez, les destinations, vous avez vu, ce sont les plus belles régions françaises. Et vous essayez, je crois, en fait, de faire... C'est aussi l'occasion de découvrir la région parce que vous proposez des expériences pour faire découvrir l'artisanat local, les atouts de la région. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on se rend compte qu'une belle maison ne suffit pas, en tout cas dans le tourisme de luxe et dans le tourisme en général. Ce que la clientèle va chercher, c'est l'expérience client. Et pour aller plus loin dans cette expérience, on s'appuie sur la région dans laquelle on est implanté. Et ça nous permet d'apporter toute une gamme de services classiques avec des prestataires locaux, de yoga, des cours de sport, ou alors d'aller encore plus loin dans des grands thèmes qu'on a dédiés, donc le bien-être, l'aventure, tout ce qui est autour
de l'art et de la culture, et ça nous permet de créer, de faire une curation en tout cas d'expériences locales à proposer à nos clients pour qu'ils vivent vraiment un moment particulier et qu'ils repartent avec une émotion en famille, entre amis ou seuls. En tout cas, c'est vraiment important aujourd'hui dans l'expérience à vivre d'hospitalité. On va reparler des expériences, mais l'ADN d'Iconic House, c'est donc vous êtes propriétaire de ces maisons. Oui, exactement. Vous les redécorez à chaque fois. Exactement. Et Soisig va nous en parler. Ce sont des maisons quand même pour des grandes tribus, puisque je crois qu'elles ont minimum 5 chambres et ça peut aller jusqu'à 7. Exactement. Chacune avec salle de bain. Qu'est-ce qui est pérenne, qui revient dans chaque maison? Expliquez-nous un peu et les services que vous proposez. Alors, toutes nos maisons, déjà, elles ont une identité forte. On a appelé la marque Iconic House. On n'est pas allé chercher très très loin, mais l'idée c'était de dire qu'il faut trouver quelque chose en plus dans toutes ces maisons. Elles ont une histoire, elles sont dans une région. Il faut qu'on aille tirer un fil fort qui est le fil de la maison. Donc on va trouver une maison. Déjà, le fil directeur, c'est des maisons iconiques. Elles ont quelque chose, elles ont une histoire. Et ensuite, c'est tout un programme donc un programme architectural qu'on va réfléchir pour réfléchir à qu'est-ce que c'est d'accueillir des gens et du staff dans une maison, parce que nos maisons sont staffées. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? Donc on réfléchit à la taille des chambres. Est-ce qu'il faut des grandes chambres, des petites chambres, des grands communs, des petits communs, des cuisines, des arrière-cuisines? Et c'est toutes ces choses qu'on va retrouver. Donc on a un programme architectural en tête et qu'on va retrouver comme un fil directeur. Ce qu'on va aussi retrouver, c'est un design. Là, vous mettez l'accent sur le design. D'ailleurs, on le voit sur les photos. Et à chaque fois, vous faites appel, pour tous vos projets, vous faites appel à des décorateurs différents. Des décorateurs et à des curateurs d'art. Donc c'est deux choses différentes. Vous pouvez nous en citer quelques-uns et on va parler de votre dernier projet, bien sûr, évidemment. Alors on a donc 7 maisons et 6 architectes d'intérieur différents. On a travaillé avec Joséphine Fossé sur la maison de l'Étoile des Beaux au Beau-de-Provence, Dorothée Delay pour Osgore, Rémi Giffon pour Courchevel, bien sûr Clavès. Qui est qui est le studio Clavès. Le studio. On a travaillé avec Studio Jeune, pardon, pour le Cap Ferré, et Jérémy Duchafaud, Édition Midi pour Gordes. Donc à chaque fois, c'est des nouvelles rencontres et ça nous permet d'ancrer réellement la maison dans son histoire sans inventer quelque chose. Et encore une fois, pourquoi tout ça? Pour créer une expérience et apporter une âme à cette maison et une âme à l'expérience qu'on veut donner aux clients. Et surtout une identité aussi. Il y a une identité différente. Exactement. Alors là, en l'occurrence, nous allons parler de votre dernier projet, donc c'est le chalet Le Sarto à Megève, que vous avez choisi réaménagé, décoré. C'est un chalet qui est dans le centre de Megève, mais qui a surtout la particularité d'avoir été construit par Henri-Jacques Lemesme, qui est un architecte célèbre et qui a créé une dizaine de chalets, je crois, à Megève. Plus? Davantage? Pardon? Ah, j'y suis pas du tout. 200. Me souffle à l'oreille. Pardon? Donc 200, donc c'est pas rien. C'est un architecte mégevant qui a été formé par Émile Jacques Ruhlmann et qui a été très influencé par Le Corbusier. Alors Soisig, est-ce que vous pouvez un peu nous dire dans quel état était ce chalet? Vous l'avez racheté quand? On l'a racheté il y a 3 ans exactement. 3 ans. Et vous avez fait combien de temps de travaux? En tout, bonjour à tous. En tout, le projet a duré 2 ans entre la conception et les travaux. D'accord. Alors, quand vous l'avez découvert, d'abord, vous vous êtes rencontrés, vous. Pourquoi vous avez choisi le studio Clavès? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? En fait, quand on achète un bien, on tombe. Alors là, pour ce chalet, on est tombé complètement amoureux de ce chalet sans savoir que c'était un chalet Henri-Jacques Lemesme. Et c'est en comprenant que c'était un chalet Henri-Jacques Lemesme qu'on est tombé encore plus amoureux de ce chalet d'Henri-Jacques Lemesme et du travail d'Henri-Jacques Lemesme lui-même, qui est assez exceptionnel. Et pour choisir des décorateurs, on va réfléchir à une ligne directrice qu'on aimerait donner au chalet, à quoi il devrait ressembler, comment, pourquoi, en respectant bien sûr. Alors ici, on a respecté totalement le travail d'Henri-Jacques Lemesme. Et c'est en discutant avec différents DA, différents architectes d'intérieur, qu'on trouve
un match de fil directeur et de compréhension aussi historique. Ici, c'était vraiment la compréhension historique du projet et l'énergie, puisque ça demande beaucoup d'énergie de faire un projet comme celui-ci. Et c'est le mix de la compréhension qui match avec notre compréhension d'un projet comme celui-ci, de la ligne directrice, avec l'énergie de jeunes entrepreneurs qui veulent aussi mettre les mains dans le cambouis pour créer ce projet et pas le faire de leur côté. Et nous, on est simplement un client, on veut travailler à 4 mains, à 8 mains, peut-être à 10 mains même, pour pouvoir aller au bout d'un projet qui nous ressemble, je crois. Alors, c'était quoi un peu qu'est-ce qu'on vous a donné, Swazik, comme feuille de route? Alors, la feuille de route, en fait, juste pour revenir sur l'anecdote de notre rencontre avec Robin et Thibaut, c'était un coup de chance pour nous, parce qu'en fait, on venait de monter notre agence avec Laure, mon associé. C'était début 2023, et donc on a rencontré Robin, on a écrit à Thibaut, puis finalement on a pu prendre un café avec Robin pour se présenter, et c'était au moment où vous étiez en train d'acquérir le chalet. Et donc Robin nous a dit, voilà, on est en train de signer un projet à Megève, un grand chalet qui a été dessiné par un architecte très connu localement. Et à ce moment-là, classé ce chalet? Alors, il me semble que les chalets Henri Jacques Lemaître ne sont pas classés, mais je pense que ça va venir. Il y en a vraiment beaucoup à Megève. En fait, Henri Jacques Lemaître, il a fait des centaines de chalets à Megève, ainsi que des... 200, j'ai bien compris. Ouais, on dit 200, mais il y en a vraiment beaucoup. Il a vraiment façonné le village, en fait, toutes les maisons avec des toits assez penchés et tous ces volets de couleurs primaires, rouge, vert, jaune, avec des détails de boiserie sculptée. C'est très souvent des chalets Henri Jacques Lemaître. Donc le Sarto est un des chalets emblématiques. Il y a pas mal d'archives sur ce chalet-là. Et donc pour revenir à l'anecdote, quand on a rencontré Robin, il nous a dit on est en train d'acheter un chalet à Megève. Et là, Laure est intervenue en disant mais est-ce que c'est un chalet d'Henri Jacques Lemaître? Et tout de suite, du coup, on a connecté et on a eu envie de proposer une note d'intention. Ça a tilté tout de suite. Ça a tilté, ouais, c'était chouette. Et le brief, c'était vraiment... c'est un brief qui se situe entre un brief pour un hôtel et un brief pour un projet résidentiel. C'est-à-dire qu'il faut évidemment proposer un projet avec une forte identité. Donc on peut aller assez loin, nous, en direction artistique. Mais l'enjeu pour Iconic House, c'est d'avoir un concept fort qui se décline vraiment dans l'architecture, dans la décoration, dans les choix de meubles, les choix de motifs pour tous les tissus, tous les matériaux, et même les objets et la curation artistique. Il faut que ce soit fort, original, mais aussi facile à expliquer ensuite, à présenter à la presse, à présenter à des clients pour qu'il y ait forcément. Alors c'était quoi quelle a été votre inspiration? Nous, on est vraiment reparti du travail d'Henri Jacques Lemaître. C'est-à-dire, on va très riche. Oui, on va peut-être un peu présenter c'est quoi ces dans caractéristiques, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît l'identité des chalets. On commence à en parler d'Henri Jacques Lemaître, mais oui. C'est vrai que ça reste quand même un architecte assez confidentiel. Ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'il mélange des inspirations qui viennent de l'art déco avec beaucoup de détails et d'ornements. Donc, un travail du bois principalement parce qu'on se trouve en montagne, mais du bois sculpté avec des détails de chevrons, de disques imbriqués, beaucoup d'éléments, même des éléments plus en forme de ruban, etc. Il avait il travaillait l'architecture, le mobilier, et il faisait intervenir des artistes. Donc c'est un travail très complet. Qui est donc inspiré de l'art déco, mais aussi très lié au modernisme, surtout dans ses œuvres plus tardives, et donc au travail du Corbusier en particulier. Donc c'est vraiment très riche. Il y a plein d'éléments qu'on retrouve dans son travail. Plein d'influences. Ouais, plein d'influences. Des éléments géométriques, des éléments plus figuratifs, des fresques avec des éléments folkloriques qui font penser au travail scandinave, beaucoup de choses. Alors justement, on a à l'écran là une des chambres du chalet Sarto. Dites-nous un peu qu'est-ce qui est caractéristique de cet architecte. Je crois le bois sculpté. Oui, exactement. Ce qui était super intéressant dans ce chalet de Sarto, c'est qu'il avait déjà une façade très bien préservée et beaucoup d'éléments à l'intérieur qui étaient toujours présents. Donc, c'est un chalet des années 40. Et là, dans cette chambre-là, vous voyez toutes les boiseries. Alors, c'est pareil dans le salon, mais c'était peut-être plus intéressant dans la page précédente. Tous les parements en bois sculptés sont d'époque. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de détails. Et d'époque, c'est quoi, les années 40 Ouais, il a été livré en 1943, ce chalet-là. Après, il a fait des chalets des années 30 jusqu'à 1980. D'accord. Donc, on a aussi une évolution dans son travail. Mais ce que vous voyez aussi, la commode sur le côté, c'est un meuble d'Henri Jacques Lemaître. Et la lampe qui est posée dessus est aussi une lampe d'Henri Jacques Lemaître. Donc, nous, on a
cherché à restaurer évidemment les éléments d'origine et puis prolonger ce travail en proposant des éléments décoratifs qui s'accordent avec, un peu dans la lignée de ce travail-là, mais de façon évidemment plus contemporaine. Donc, là, on voit uniquement des tissus et puis cette petite frise au plafond. Ça sont des éléments qu'on a apportés qui sont vraiment dans la ligne de son travail, puisqu'il aimait jouer aussi avec des motifs plus figuratifs. D'accord. Donc vous avez gardé tout ce que vous pouviez garder. Et là, en l'occurrence, vous nous avez montré la commode, la lampe, les frises en bois sculpté, les portes en bois sculpté. Et aussi les couleurs, je crois, que vous avez gardées. Il y a beaucoup de verre véronèse. Alors oui, pardon. En effet, ce qu'on sait en reprenant les archives, les plans et les descriptions du chalet d'origine, alors toutes les couleurs étaient délavées en façade, mais on savait que les volets étaient vert véronèse et blanc. Et donc le vert véronèse, c'est un vert un tout petit peu bleuté grisé. Et donc c'est une couleur qu'on a évidemment repris pour restaurer la façade. Voilà, on le voit bien ici. Oui. Et qu'on va retrouver dans des calepins de céramique, dans les choix de matériaux, de tissus, un peu partout dans le chalet, avec un rouge un peu brique qui se marie bien. Oui, ce que je vois, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que vous avez gardé l'esprit et en même temps, vous avez apporté de la modernité. C'est contemporain et tout en ayant... Il y a l'âme. Oui, et c'était vraiment le souhait d'Iconicas, de Robin Thibault et toute l'équipe qui nous ont beaucoup dit tout au long du projet. On ne veut pas quelque chose, on veut pas de la restauration à l'identique, on ne veut pas un projet qui fasse trop vieillot, mais quelque chose de contemporain qui puisse, qui plaise à une clientèle d'aujourd'hui. On voit ici sur la photo, on voit une piscine, elle existait ? Oui, elle existait. On l'a un peu redimensionnée, et on a refait tout le... On a dessiné tout le calepin de carreaux. On a repris le système de tapis. En fait, Henri Jacques Lemesme faisait beaucoup ça dans ses maisons. Des dessins de carreaux en grès. Bon, là, c'est de la terre cuite émaillée. Ouais. Et des carreaux en 10 par 10 qui forment vraiment comme des tapis de sol. Donc, quand on voit en vue de dessus, il y a tout un motif en rectangle concentrique au fond de la piscine. Oui, et puis, il faut quand même le dire, parce que c'est quand même des chalets luxueux. Vous avez rajouté, je crois... une annexe, enfin je sais pas comment, une aile pour le bien-être, ça avec une piscine intérieure, c'est ça, un spa, oui. Un hammam. Tu veux en parler, Robin ? Donc vous voyez, on est comme à l'hôtel, quoi. C'est vraiment, c'est du grand luxe quand même. Juste un petit mot, l'idée du chalet. Et donc, la salle, et même une salle de sport. Et l'idée, c'était Henri Jacques Lemesme, c'est celui qui a créé le chalet bourgeois. Donc c'est le chalet bourgeois du skieur. C'est à l'origine d'un type de chalet qui s'appelle le chalet du skieur. Donc c'était la bourgeoisie parisienne qui allait. C'était une commande de la baronne de Rothschild qui voulait que ses amis bourgeois parisiens puissent aller à Megève. Et donc Henri Jacques Lemesme a créé ce chalet, qui est donc le chalet du skieur, qui était pour la bourgeoisie avec des baies vitrées, enfin des ouvertures plus grandes, des chambres plus grandes, avec salle de bain, des grandes cuisines, des entrées de service. Donc c'était vraiment des chalets contemporains d'époque. Et nous, on a rajouté du coup une extension qui permet d'apporter ce que demande le luxe d'aujourd'hui dans un chalet, c'est-à-dire un parking souterrain, un espace wellness, une salle de sport, agrandir le ski room. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc en fait, on est resté dans la logique d'Henri Jacques Lemesme de fournir un chalet de luxe d'aujourd'hui, avec les besoins d'aujourd'hui. C'est un chalet 5 étoiles, on peut le dire, et en même temps très connecté. Donc on est au 21e siècle, donc il y a évidemment Wi-Fi partout, dans toutes les chambres, cuisine professionnelle. Et juste, on a parlé d'expérience, mais on n'a pas beaucoup parlé du côté serviciel. Vous avez tout à dire... Enfin, c'est en supplément, je crois que ce n'est pas intégré, mais si vous voulez le service d'un hôtel, vous pouvez le demander. C'est ça ? Il y a des transferts possibles. Tout est inclus. Tout est inclus. Alors dites-nous ce qui est inclus. L'idée, c'est de créer de prendre les avantages de l'hôtel, encore une fois, et de les mettre dans la maison. Donc, nous, on a vraiment voulu créer une offre d'hospitalité. Donc, aujourd'hui, quand on réserve une maison Iconic House, on réserve aussi toute l'expérience avec une conciergerie privée qui va organiser notre séjour de A à Z. Tout ça est géré par un house manager, donc une personne locale qui est un expert de l'hôtellerie et qui est un espèce de mini-directeur d'hôtel qui va aussi être sur le terrain pour gérer l'organisation. Un concierge, quoi, en l'occurrence personnel. Exactement, mais c'est encore plus qu'un concierge puisqu'il va gérer la maison aussi. C'est-à-dire qu'il va gérer la maison, la maintenance de la maison, tous les prestataires qui
qui vont nous entourer, donc le choix des prestataires, avec qui on va travailler, comment, pourquoi, sur quel sujet. Donc ça, c'est Est-ce l'host qu'on peut lui manager. demander de réserver un restaurant pour Exactement, le lendemain, une nous- babysitter Exactement, la majorité de nos clients sont des familles internationales, donc ils veulent découvrir le lieu en famille, donc réserver des restaurants, réserver des activités, réserver des transferts, des cours de peinture, des cours de cuisine. Ça n'est pas inclus. Alors, tout ça n'est pas inclus, mais l'organisation, elle, est inclue. D'accord. Ensuite, le ménage est inclus. Le but, c'est d'enlever toutes les contraintes du quotidien pendant ces vacances. Donc, il y a un ménage qui est inclus. Il y a Les vraies un vacances. chef aussi, exactement, un chef qui est là pour le matin, le midi et le soir, et même des cours de cuisine pour les enfants. Donc, tout ça est inclus dans le service. Vous avez bien compris, rien n'est impossible. Il suffit Exactement. de payer. Il suffit de non et on essaie de on peut tout développer. demander. Voilà, c'est ça. On peut tout demander, tout ce qui est Une expérience, autorisé. découvrir la région. Là, par exemple, à demander- Osgore, on peut surfer. On essaie d'aller un peu plus loin que les expériences classiques. À Osgore, pour citer cette maison, on peut surfer avec un surfeur pro qui s'appelle Marc Lacomar. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Où Ouais. ça va un peu plus loin que le simple cours de surf. Avec un champion. On peut surfer avec un champion. Au ski, on peut aussi sauter en parachute à 7000 mètres d'altitude. Enfin, on essaie de trouver des choses un petit peu marrantes, un peu différentes. Un peu inédite. Un peu inédite, Un peu voilà, inédite. exactement. À Gordes, on va en hiver, on va chercher des truffes avec un trufficulteur local qui va ensuite cuisiner avec vous. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on essaie de créer. Vous l'avez compris, on a tous envie de faire nos valises et d'y aller. Vous en pensez quoi? Alors, à côté de Swazik, nous avons Michael qui a créé Highstay. Highstay, déjà le nom aussi nous positionne un peu le niveau. Donc là, c'est le même principe, ce sont des appartements avec service hôtelier, mais ce sont des appartements qui font en surface, en moyenne. Bon, déjà, bonjour à tous et merci Sylvie pour l'invitation. La moyenne, ça va du studio aux 3 chambres. On peut trouver un studio à partir de 20 à 25 mètres carrés, à plus de 100 mètres carrés pour certains appartements. 100, oui, même 100 mètres carrés, ouais, plus de 100 mètres carrés. J'ai vu votre dernier projet, il me semblait que c'était davantage. Alors, Highstay, vous pouvez un peu nous dire comment le fruit de vos réflexions et comment est né le projet, je crois, après le Covid. C'est plutôt urbain, là, pour le coup. Aussi bien, donc c'est principalement à Paris, à part vous avez 2 maisons. Donc c'est aussi bien pour des gens de province que des étrangers qui viendraient à Paris et qui voudraient être comme à l'hôtel. Expliquez-nous un peu Oui, votre tout à fait. parcours et le Alors en projet. fait, donc Highstay, pour le présenter, c'est une collection indépendante d'appartements de luxe avec service de conciergerie et service hôtelier. Donc notre volonté au départ, c'était de réinventer ou du moins repenser l'hospitalité en proposant des pieds-à-terre privés, anoblis par des architectes d'intérieur et proposant des services sur mesure. L'objectif, c'est vraiment de proposer tous les services d'un grand hôtel dans le cadre privé et intime d'un appartement. Et quand vous dites les services, c'est à peu près l'équivalent de... Oui, les services, c'est vraiment, on propose des services et des expériences, mais voilà, c'est des services qu'on peut retrouver dans les appartements à travers la réservation d'un chef privé, d'un coach sportif, l'organisation d'ateliers ou d'anniversaires, mais aussi en dehors des appartements avec des visites privées de musées, des balades sur la Seine, des visites de vignes en Champagne. Voilà, tout type d'expériences possibles sont organisées par nos équipes internes de conciergerie. Et ce qui est inclus, c'est le ménage quotidien de nos équipes aussi internalisées d'housekeeping, qui vient apporter aussi un niveau de satisfaction et d'exigence opérationnelle qui était important pour nous. Donc c'est aussi une volonté de proposer une vision plus immersive du voyage citadin, qui répond aussi aujourd'hui à un vrai besoin et à un changement d'usage en termes de voyage de manière générale. Et enfin, c'est un modèle un peu hybride, un mélange entre l'hôtellerie de luxe et la location courte durée, qui ont connu toutes deux une forte croissance ces dernières années. Et finalement, on a été puisé dans le meilleur de ces 2 mondes pour créer Highstay avec, en effet, mon frère Eric, pour juste vous reprendre Sylvie, mais on est 3 associés. Je suis accompagné et je partage cette aventure avec mon frère et aussi un 3e associé qui s'appelle Jess Levy. Et voilà, on partage cette aventure ensemble.
Alors aujourd'hui, vous avez 70 appartements à Paris. Hein, Alors aujourd'hui, on atteint les 100 appartements au cours de ce premier trimestre, avec le lancement d'une dernière maison oui, on va en parler. À Montmartre. Alors elles sont où vos appartements? Les appartements sont dans les quartiers les plus emblématiques et touristiques de Paris, dans le 1er, 2e, 3e arrondissement, 8e, 16e. Et pour vous donner un peu une idée plutôt de quartier, c'est Le Marais, rue Saint-Honoré, à côté du Louvre, près des Champs-Élysées, près de la Tour Eiffel. Donc vraiment des quartiers les plus marqués tourisme et emblématiques. On voulait vraiment être très citadin, dans le sens très central, pour avoir une vraie vie de quartier et que nos clients puissent s'immerger dans le quartier comme finalement un local. Et c'est ce qu'on aime aussi dire, c'est proposer un chez-soi un peu rêvé ou un chez-soi loin de chez soi. C'est un peu aussi ce qui nous guide. D'accord. Alors vous êtes, ce sont des appartements dans un immeuble où vous rachetez la totalité de l'immeuble et vous en êtes propriétaire? Oui, tout à fait. Alors on est propriétaire de notre parc. C'est aussi une force parce que ça nous permet d'avoir notre signature et notre exigence en termes de travaux, parce que lorsqu'on prend de la gestion pour compte de tiers, on est finalement dépendant d'une part du goût esthétique du propriétaire et aussi de la disponibilité des appartements. Le propriétaire peut en avoir besoin pendant quelques semaines pour son usage privé. Donc, c'était une volonté d'être propriétaire de parc pour ce côté esthétique et aussi en termes d'exploitation. Et donc, on est en effet propriétaire. Et donc, on a commencé le projet à travers des lots diffus, donc des plateaux d'appartements au sein de copropriétés. C'était un moyen de tester un peu le modèle. Et récemment, on a grandi pour aller vers le rachat d'immeubles. Et donc, on a 3 immeubles. C'est des maisons, c'est ce qu'on appelle maisons au sens marque. Mais en fait, c'est des résidences hôtelières avec, pour celle rue de la Boétie, 17 appartements, celle de Montmartre, 13 appartements, et celle de rue des Pyramides à côté du Louvre avec 10 appartements. Oui, qui est d'ailleurs Pyramide, un de vos derniers projets. Oui, tout à fait. On a fait l'inauguration très récemment. J'ai eu la chance de visiter les différents appartements. Alors, on va poser la question à Martin. Comment ça se passe à chaque fois? Donc, vous rénovez aussi dans son intégralité l'appartement, et vous avez pour chaque appartement ou chaque immeuble, il y a une identité propre? Bonjour à tous. Donc oui, en effet, on rénove tous les appartements qu'on acquiert. Donc, on repense la structure quand il s'agit de maisons, et on repense généralement le plan quand celui-là quand il ne convient pas à nos besoins et aux attentes de nos clients. C'est-à-dire que vous repensez les circulations Exactement. si nécessaire. C'est ça, exactement. Alambiqué. Donc, c'est des appartements pour la plupart dans des immeubles haussmanniens, donc qui n'ont jamais été rénovés ou rénovés il y a très longtemps, donc qui sont vraiment dans leur jus, où la manière de vivre et les circulations sont plus ce qu'on recherche maintenant. Donc on apporte le séjour côté rue, on ouvre la cuisine, on apporte une salle de bain dans chaque chambre, on essaie de créer une suite master quand cela est possible. C'est vraiment un tout. On reporte la circulation jusqu'à la décoration après finale, et on réalise nous-mêmes les travaux avec des équipes, des partenaires avec qui on travaille pour tous nos projets. Tout est vraiment pensé de A à Z et en interne. Vous avez, Michael, je m'adresse à vous, vous avez un bureau donc, de création, design, décoration, avec 4 personnes, dont Martin fait partie. Et vous faites aussi appel, vous, à des décors ponctuellement, à des décorateurs extérieurs, puisque là, vous venez tout juste d'inaugurer Vintimille, et vous avez notamment fait appel à Chloé Nègre, qui est une architecte connue, qui a son studio, qui a été formé à l'origine par India Madhavi. Et pour en revenir, alors on va en parler là de Vintimille, mais Pyramide, tous les appartements sont à l'identique ou ils ont chacun une identité propre? Et c'est quoi un peu votre feuille de route? Alors, comme vous le dites, on a notre propre département en interne, notre département FF&I. C'était une volonté de pouvoir maîtriser nos codes et l'exigence qu'on voulait avoir
au sein des appartements en termes d'architecture. Mais c'est vrai qu'on fait appel à des architectes aussi extérieurs pour nous accompagner dans nos projets. Donc Chloé Nègre sur 26 000, Sarah Drey aussi, qui est une super architecte sur Pyramide, ou Bella Pia, plus récemment aussi sur la résidence rue de la Boétie. Ça veut dire que systématiquement, donc tous les appartements, vous l'avez dit Martin, ce sont globalement dans des immeubles haussmanniens. Il y a toujours parquet, enfin tous les parquets, cheminées, moulures. Oui, tout à fait. C'est vraiment aussi. Alors, c'est vrai qu'on est très attaché à avoir ce mélange au niveau architectural. Donc, on a déjà le respect de l'ancien. Donc, c'est un mélange d'anciens. On souhaite respecter les codes architecturaux du 19e siècle, notamment haussmannienne. C'est ce que cherchent les gens particulièrement. Oui, et en fait, comme on veut vraiment que nos clients se projettent comme un Parisien, c'est important qu'on retrouve aussi, et que les clients retrouvent cette âme des appartements parisiens. C'est pour ça qu'on n'a pas, par exemple, d'immeubles modernes au sein de notre collection. Pas du tout. Donc on retrouve vraiment à chaque fois cet ancien mélangé à des matières plutôt contemporaines et associé aussi à des équipements plus modernes aussi. Donc il y a l'ancien par la structure, il y a les matériaux avec un aspect plus contemporain et les équipements qui apportent de la modernité. Et c'est vrai qu'on retrouve, et Martin pourra rentrer un peu plus dans le détail, mais à chaque fois, ces codes de l'ancien, ce parquet, le marbre, les moulures, les cheminées. Donc voilà, tous les codes très identitaires et identifiés des immeubles parisiens. Et le mobilier, par exemple, Martin, vous étiez en charge de quelle résidence là récemment? Alors moi j'ai travaillé sur diverses résidences, j'ai travaillé aussi sur par exemple l'appartement Vendôme, la résidence Pyramide. C'est une vraie collaboration qu'on fait avec les architectes quand on travaille avec eux comme Chloé Nègre ou Sarah Drey. Donc on a nous un cahier des charges à Istet qui est assez strict pour avoir une uniformité en termes de confort. Mais comme le disait Michael, chaque appartement est différent en fonction de son emplacement dans le quartier, de la surface. Il va vraiment être pensé différemment. Mais il y a quand même des traits communs. On voit il y a une signature. Cuisine ouverte, parquet de Hongrie. C'est ça. En fait, à chaque fois, on conserve les éléments d'origine, les moulures, les parquets quand c'est possible, les cheminées. Donc, on a un vrai héritage haussmannien, mais après, il y a des détails et des définitions contemporaines qui sont différentes. Et on s'amuse un petit peu dans les travaux de menuiserie, de texture, qui pour le coup sont différentes dans chaque appartement. Le mobilier, par exemple, vous le dessinez ou vous achetez à des fabricants, des éditeurs? Alors, il y a une grosse partie de mobilier qu'on choisit, qu'on source, donc une grosse partie de curation, mais on dessine aussi beaucoup de choses sur mesure pour les appartements. Par exemple, la console ici qu'on voit sur la photo de droite a été dessinée pour cet appartement, donc c'est un mix. On travaille avec des designers, des pièces de grandes marques, des designers parisiens et des pièces sur mesure. D'accord. Et c'est vrai, pour compléter ce que dit Martin, avoir cette signature AST, c'est aussi un marqueur fort pour que nos appartements soient identifiés. Donc l'idée, c'est d'avoir toujours l'ADN de nos appartements qu'on retrouve avec des particularités en fonction de l'immeuble ou du quartier. Et c'est vrai qu'on aime bien aussi faire appel à des artisans pour faire travailler des artisans locaux sur nos appartements. Ça apporte aussi une certaine rareté aussi à l'architecture qu'on peut mettre dans les appartements. Alors, ça va jusqu'à, on voit sur les murs, il y a des œuvres, c'est-à-dire vous faites aussi comme vous d'ailleurs, je crois, vous faites une curation l'un et l'autre. Les bibliothèques sont garnies de livres. On va jusqu'à ce niveau de détail. Oui, tout à fait. C'est vraiment pensé comme un appartement privé. Donc vous avez habité. Exactement. Vous avez des objets de décoration. On travaille avec des céramistes pour des pièces dans les étagères, des appliques et les œuvres d'art aussi. On travaille avec plusieurs galeries à Paris. Et on collabore même avec des artistes qui créent des œuvres spécialement pour Aisté et pour l'appartement en fonction de l'ADN qu'on souhaite lui donner et du quartier dans lequel il se trouve. Moi, je voulais juste rebondir parce qu'on réfléchit un peu de la même manière en créant des standards et en essayant de les mettre dans toutes les maisons, en créant un espèce de cahier des charges. Et ce qui est intéressant, et je pense que vous, c'est un peu la même chose, c'est de se poser la question pourquoi on fait ça, quel est le sens de
de faire ça. C'est beau, c'est sympa. On travaille avec des artisans, des artistes, c'est super. Mais pourquoi? Et c'est en fait le but, je crois qu'on le partage, c'est de donner de l'âme à ces lieux, puisque les clients cherchent des lieux qui ont de l'âme. Et veulent se retrouver dans des maisons, dans des lieux dans lesquels ils se sentent bien, en famille, entre amis. Et, Pas standardisé. Pas standardisé, et ça passe par toutes ces petites attentions, ces attentions aux détails, ce travail avec des artisans locaux, ces choses parfaites, un peu imparfaites, qui vont faire que on va piquer un livre qui nous plaît parce qu'il est sympa. Piquer, vraiment, on consulte, on non, feuillette. On en remet un autre. non, mais ça fait partie un peu du jeu aussi de donner cette âme à nos lieux. Oui, absolument. Mais je crois que c'est un gros atout et c'est ce qui fait essentiellement votre succès à l'un et à l'autre. Michael, je voulais rebondir sur Haïstet. On peut réserver, parce que c'est pas tout à fait là un chalet, on n'y va pas pour une nuit. Est-ce que dans ces appartements, on peut réserver pour une nuit, ou il y a un minimum de 3 nuits, ou c'est à la semaine? Non, c'est vraiment, on reprend les codes du modèle hôtelier, donc on peut réserver vraiment pour une nuit. Alors certains appartements ont un minimum stay de 2 nuits, notamment le week-end, pour éviter que certains clients réservent l'appartement pour juste faire la fête, parce qu'on a aussi d'autres personnes qui séjournent, et on veut que chacun trouve aussi du confort dans les appartements, mais et du calme. Donc oui, en tout cas, ça répond au même modèle hôtelier, donc on peut réserver sur notre site internet directement des appartements, ou sur les plateformes de réservation avec qui on est partenaire. Et alors, je vais poser la question que sûrement beaucoup de monde se pose. Les prix, ça démarre à peu près à combien? La nuit, c'est l'équivalent d'un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles? C'est équivalent à un hôtel 5 étoiles. Après, c'est compliqué de donner un prix parce qu'il y a des dimensions d'appartements, des superficies, des quartiers et bien sûr des saisons. Mais pour donner un ordre d'idée, on a un prix moyen sur l'ensemble du parc, sur l'ensemble de l'année, à un peu moins de 1 000 euros. Et après, ça commence sur un studio à 250 euros, 300 euros. La nuit, selon la saison. Exactement. Voilà. Et dans chaque appartement, du plus petit au plus grand, on retrouve toujours des cuisines, on retrouve des espaces de vie. Et comme disait très bien Romain, c'est aussi ce côté mettre de la vie dans les appartements. C'est ce que nos clients recherchent, et c'est pour ça qu'on essaie d'attacher de l'importance aux ressources qu'on met à disposition de nos clients à travers notre service de conciergerie, et aussi des petites attentions sur place pour donner de la vie aux appartements. Alors là, encore une fois, je pousse un peu le bouchon, mais est-ce que quand on arrive, le réfrigérateur est rempli? Est-ce que... Ça fait partie des offres qu'on propose, c'est-à-dire que le client peut nous envoyer, et on lui fait la demande en amont, ce qu'on appelle dans le pré-stay, où on pose un certain nombre de questions sur son séjour, sur ses envies, et on lui propose en effet la possibilité de faire des paniers qui seront livrés et remplis dans le frigidaire, en l'occurrence pour les produits frais, avant son arrivée, pour qu'il ait aussi finalement tout de suite un sentiment d'appartenance à l'appartement. Les transferts sont prévus de la gare, de l'aéroport, c'est inclus, c'est en supplément? Ça dépend, on a une offre, on a une collection, ce qu'on appelle une collection signature, qui apporte encore plus de services et d'expérience dans nos biens les plus exceptionnels. Et sur ces biens, les transferts sont offerts. Pour le reste, c'est sous demande auprès de la conciergerie. D'accord. Donc, pareil, comme chez Iconic House, tout est à peu près possible. Et toutes les expériences sont envisageables. Complètement. On a eu de très belles histoires. On a eu des demandes en mariage, on a eu des anniversaires organisés, des visites d'endroits un peu insolites. Donc, exclusives. Tout à fait. D'accord. Alors, vous voyez, je pense qu'il y a énormément de questions, donc je ne vais pas retenir davantage l'attention. Je vais vous laisser peut-être poser des questions si certains d'entre vous ont envie. En tout cas, je voulais, avant de conclure, Michael, vous avez donc un parc d'une centaine d'appartements. Vous avez aussi 2 maisons. Saint-Tropez, Ibiza, c'est un souhait de vous développer dans des maisons individuelles et en France essentiellement, ou...
Ça fait partie en tout cas des pistes de réflexion. Alors on a un ancrage très fort parisien parce que c'est une ville qu'on connaît, qu'on aime et qui est la ville touristique par essence. Lyon et Marseille. Lyon et Marseille seront aussi des pistes, mais c'est vrai que pour reparler d'Ibiza et de Saint-Tropez, on a voulu aussi un peu exporter notre modèle pour voir comment, de manière opérationnelle et aussi en termes de traction, ça pouvait plaire à nos clients. C'est aussi une volonté de leur proposer finalement de les accompagner sur d'autres destinations, parce qu'ils viennent à Paris, mais ils vont aussi sur ces destinations plus estivales et saisonnières. Donc, c'est aussi proposer une offre complémentaire. Et donc, voilà, c'était commencer par ce côté très citadin, mais aussi pouvoir proposer des destinations plus estivales. Donc, oui, l'idée des villas, et d'ailleurs, ce que fait Iconic House est remarquable. Et c'est vrai qu'on a aussi cette idée de maison et de villa parce que ça reprend les mêmes codes que finalement les appartements en termes de services qu'on souhaite proposer. Donc, pourquoi pas les maisons et d'autres destinations. Alors, la France, Angers. bien sûr, mais aussi on regarde d'autres capitales européennes comme Madrid ou Milan, qui n'est pas une capitale, mais qui est une capitale en termes de fashion, de mode et de décoration, qui répond aussi un peu aux mêmes critères que Paris. D'accord. Alors, merci à tous les quatre. Je vais laisser la parole si certains ou certaines de vous veulent poser des questions à mes interlocuteurs. Bonjour et merci pour cette conférence. Ça marche? Pardon? On ne vous voit pas. Si vous voulez bien. Est-ce que ça marche? Voilà. Oui, mais on ne vous voit pas. Est-ce qu'éventuellement vous... Voilà. Merci pour cette conférence. Moi, j'ai une petite question qui s'adresserait plutôt aux architectes d'intérieur. Donc là, on a pu voir que c'était un peu une proposition hybride parce que c'est pas vraiment une maison pour des particuliers, mais c'est pas vraiment un hôtel non plus. Est-ce que dans la conception du projet ou dans le début de conception du projet, il y a des choses vraiment particulières à cette typologie que vous devez prendre en compte pour la réalisation du projet? Bonjour, merci pour cette question. Oui, et au démarrage, je dirais tout au long du projet, en fait. Au démarrage, il faut pouvoir proposer un concept qui soit suffisamment fort pour répondre aux attentes d'un client qui développe des résidences hôtelières, et en même temps, qui permettent à des clients de se projeter dans un intérieur qui soit un peu comme à la maison. C'est-à-dire qu'on ne va pas standardiser, on va pas avoir... Toutes les chambres sont différentes, toutes les salles de bain sont différentes, on va avoir du mobilier très varié. Donc il faut jongler entre une identité forte et beaucoup de variété. Ça, c'est pas forcément simple, parce qu'en hôtellerie, on va plutôt avoir un concept qu'on va décliner de façon assez uniforme dans les espaces, alors que dans le résidentiel, on n'a pas forcément de concept très fort, même si on peut repartir de l'histoire du lieu, du quartier, de l'architecture, mais on va surtout partir des goûts du client et faire quelque chose qui leur plaît et proposer des choses très différentes dans les espaces. Donc en conception, c'est différent. C'est un peu un mélange des genres, et en réalisation aussi, puisqu'on va travailler avec des entreprises, des artisans, mais aussi des fournitures, du mobilier, des tissus, des matériaux qui sont à la fois plutôt proposés à des hôtels et des restaurants parce qu'ils sont résistants, qui respectent un certain nombre de normes et qui sont peut-être moins coûteux aussi. On travaille les prix. Et en même temps, on a besoin de retrouver des matériaux peut-être plus précieux ou qui sont fabriqués de façon plus artisanale, du mobilier aussi qui va être un peu plus, qu'on va retrouver plutôt dans le résidentiel. Pareil, sourcé un peu partout. Que ça soit beau mais résistant. Beau mais résistant, et du coup on va chercher un peu partout. Je ne sais pas si Martin, tu veux compléter. C'est un bon équilibre, et je pense que c'est ce qui fait un petit peu notre force aussi avec vous chez Claves, c'est qu'on vient du résidentiel haut de gamme. Donc même si c'est des résidences hôtelières, on le conçoit quand même comme une maison pour que les gens se sentent comme à la maison et éviter toute forme d'uniformisation. Même si, comme on le disait, il y a un cahier des charges, ça ne veut pas dire qu'on uniforme tout. Mais pour le cas d'Aïsté, par exemple, que le client séjourne dans un appartement à Vendôme ou dans un appartement dans la résidence Maison Boétie, qui sont deux quartiers différents, les standards seront les mêmes et la qualité d'exécution, de finition et de service seront les mêmes. Et aussi, juste pour répondre aussi, et c'est vrai que c'est une très bonne question dans la mesure où même dans la qualité
alors en effet, il faut des meubles résistants, mais aussi qui peuvent s'adapter au quotidien pour les équipes opérationnelles, notamment de housekeeping. Donc il ne faut pas du mobilier trop lourd qui peut aussi facilement être manipulé. Les cuisines doivent être pensées comme des cuisines qui vont être utilisées par différentes personnes sur des temps courts. Donc ce n'est pas la même réflexion que sur une cuisine d'une maison familiale traditionnelle. Pour Donc, penser aux valises, aux circulations, aux circulations, etc. Ouais. Oui. D'autres questions, parce que nous allons devoir bientôt conclure. Bonjour, merci beaucoup pour ce super talk. Je pense que ma question est plus destinée à Iconic House, parce qu'en province, j'avais une question sur le modèle en termes de taux d'occupation, tout simplement. Comment faites-vous avec toute la saisonnalité que vous rencontrez et les différentes maisons que vous avez? Est-ce que vous faites du B2B beaucoup? Est-ce que vous arrivez à jouer grâce au revenu management et à remplir complètement toutes vos villas? Comment faites-vous? Alors nous, on a les mêmes problèmes que les hôtels, c'est-à-dire qu'il faut remplir la haute saison, et ensuite il y a ce qu'on appelle les ailes de saison. On a tous à peu près le même sujet. Nous, on a créé Iconic House en pensant B2C, donc clients pour des vacances, mais bien sûr, en hors saison, on doit penser les maisons pour d'autres usages. Donc nous, on a différents usages. On a le week-end entre amis, on a aussi les shootings, les séjours presse, mais surtout les séminaires. Donc c'est-à-dire, on fait des séjours plus courts. Donc si normalement, pendant les vacances, c'est une semaine, du dimanche au dimanche, on réfléchit on a créé une offre qui s'appelle Iconic for Work, qui sont des séjours plus courts de 3 jours, 2 nuits, où tout est inclus et où on accueille des séminaires COMEX qui viennent passer un petit peu de temps. Donc en effet, on travaille, on pense ces maisons, on pense les services, on pense les objets, les équipements pour ces différents types d'occupations, pour maximiser le chiffre d'affaires et le taux d'occupation. Ça, c'est formidable pour les entreprises, parce que du coup, il y a une vraie intimité, une vraie confidentialité. On n'est pas en général dans les hôtels, on est au sous-sol, dans la salle de séminaire. Donc là en même temps, c'est des séjours assez, on peut dire, épicuriens quand même. Donc, des séjours de travail. Travailler, finalement, c'est pas qu'être devant un tableau blanc et son ordinateur, c'est aussi s'ouvrir l'esprit, faire du vélo, discuter, et ça stimule la créativité. Et on a bien sûr un super, comme chez ST, Internet, toutes les chambres ont des bureaux, c'est aussi des chambres avec salle de bain. On a réfléchi aussi aux usages. Il faut réfléchir bien sûr aux usages d'une maison hôtelière. Je suis désolée parce que le temps est écoulé. S'il y a une dernière question courte, là je vois au fond, et puis on va être obligé d'arrêter parce qu'il y a d'autres conférences après nous. Merci beaucoup pour ces différents partages. J'avais une question, je pense, qui s'adresse plus à Clavès. Je suis très impressionnée du travail sur le Sarto et je voulais savoir quelles sont les clés ou les conseils pour réussir en fait la décoration d'une maison quand même assez emblématique, assez marquée. Comment on prolonge le travail d'un grand architecte. Donc voilà, avoir des petits conseils de comment s'y prendre. Et encore bravo. Alors, une réponse relativement courte, parce qu'il faut être respectueux des conférences qui vont venir. Merci beaucoup pour cette question. Respecter les horaires. Très rapidement, je pense que quand on intervient sur un projet historique, et là, quand on peut avoir accès à des archives, ce qui était le cas, je pense que c'est le premier travail à faire, chercher des archives, des plans, des croquis, des photos d'époque, se documenter, acheter des livres, et vraiment prévoir, même si on doit toujours aller très vite sur l'émission, prendre ce temps de recherche et de dialogue aussi avec les spécialistes pour avoir de la matière dès le départ. Voilà, merci. Merci à vous, merci d'être venus aussi nombreux et merci à mes différents interlocuteurs. Merci à tous. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, bonne journée.